Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Nour El Kalima, un podcast présenté par l'Association des étudiants musulmans de l'Université de Montréal. Je m'appelle Yasmine et je suis la vice-présidente aux affaires professionnelles. C'est dans cette optique que vous écoutez la série Affaires professionnelles, une série axée sur le développement académique, professionnel et personnel. D'ailleurs, quand on parle de ces sujets-là, on parle souvent de motivation, de discipline, de performance, mais très rarement de ce qu'on met dans notre assiette. Pourtant, l'alimentation est un élément crucial pour notre développement académique autant que professionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un épisode avec une nutritionniste qui va nous parler de comment notre alimentation peut nous aider dans nos objectifs personnels, académiques et professionnels. Bonne écoute. Salam alaikum Sour. Alaikum salam Yasmine. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va bien, alhamdoulilah. Très heureuse aujourd'hui de te recevoir pour cet épisode sur la nutrition. Donc toi, tu es nutritionniste, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, est-ce que tu veux commencer par nous parler de ton parcours, de ton enfance? Oui, donc merci encore de m'avoir invitée. Je m'appelle Sourou, je suis nutritionniste diététiste. Ça fait presque 3 ans. Et en fait, j'ai gradué à l'Université McGill dans le programme de Dietetics. Et j'entreprends ma candidature en santé publique à l'Université de Montréal. Donc, je suis vraiment dedans. Là, je suis en pratique privée et je fais aussi des consultations dans une clinique médicale. Donc, et je me spécialise en santé du foie et maladies métaboliques. Depuis toute petite, je pourrais te dire, moi, j'ai toujours eu la passion d'aider les autres. J'étais toujours présente dans ma communauté en tant que secouriste. Donc, la santé, la médecine, ça faisait toujours partie de moi depuis toute petite. Mais je connaissais pas du tout la nutrition, pour te dire. Donc, pour moi, c'était jamais une option. Je pensais même pas à ça. Et donc, tu pourrais aussi deviner que mon alimentation, j'y pensais pas non plus durant toute mon enfance secondaire. C'est vraiment jusqu'au cégep où on devait arriver à faire les demandes de programmes universitaires. C'est vraiment là que j'ai dû vraiment me plonger à choisir un domaine qui me convenait le mieux. Pour moi, comme toute petite jeune, c'était intéressée en santé, c'était vraiment la médecine. C'était ça mon métier ou rien. Donc, mon plan A, c'était juste ça. Et donc, j'avais pas beaucoup de chance de rentrer comme en premier direct en médecine. Donc, je cherchais comme un petit programme, comme tremplin. Et je suis allée voir, c'est là comment ça a été fait. Mais je suis tombée sur un TED Talk, actually. C'est ça qui m'a vraiment motivée à appliquer en nutrition. C'était un médecin qui parlait des sciences de la nutrition. Puis, il menait de l'avant la médecine préventive. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler avant. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai appliqué en nutrition et je suis rentrée, alhamdoulilah. Et à travers mon parcours, c'est là que j'ai vu, OK, peut-être la nutrition, c'est plus ma vocation que la médecine. Je me suis plus retrouvée dedans, surtout au niveau de la prévention, de l'éducation, puis tous les aspects qui rentrent dans la nutrition, le métier en soi. Donc, ton déclic, c'était vraiment l'épisode du TED Talk. Yes, puis, ouais. Mais comment c'est venu dans ton feed? Est-ce que tu as juste cherché... I looked it up. Non, j'ai vraiment regardé. J'ai voulu comme chercher le plus d'informations, puis je suis tombée sur médecine préventive. Après là, je suis tombée... T'as vu médecine? Ouais, là-dessus, c'est quoi? Et c'était super intéressant. Je savais pas à quel point la nutrition pouvait vraiment changer la vie d'une personne, surtout au niveau des maladies. C'était ça qui m'intéressait, les maladies, la santé. Donc, quand j'ai vu la nutrition à elle seule, bien sûr avec un support médical, a pu réverser une certaine maladie, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment interpellée à ce moment-là. Donc. Puis, est-ce que c'est comme tu l'imaginais, les études que tu as faites là? Est-ce que l'idée que tu avais au début de ton parcours, c'est la même que tu as aujourd'hui sur la nutrition ou ça a complètement... pas du tout. Pas du tout. C'est complètement différent, honnêtement. Mon parcours universitaire, pour être honnête, au début, comme je te dis, moi, je suis très dans la science, je suis beaucoup dans la santé. Donc, quand on parlait des aliments en soi, de niveau culinaire, les fondamentaux de la nutrition, des aliments, c'était moins mon dada. J'aimais pas trop ça.
Mais je peux même vous le dire, c'est dans le parcours, on voit beaucoup de biochimie, microbiologie, on est vraiment en dans profondeur. physiologie. Ouais. Donc, j'ai pu passer à travers tout ça. Puis ce qui m'a plus frappé, c'était les cours de nutrition clinique, où on voit vraiment l'influence avec des maladies, comment la gestion nutritionnelle, elle est faite. Donc, c'est ce côté-là qui m'a fait plus attacher à la nutrition. Mais le métier est totalement différent que il y a plusieurs débouchés puis plusieurs spécialisations dans ce métier-là. Mais toi, justement, tu te spécialises en santé du foie et maladies chroniques. Exactement. Est-ce que genre, dès le début de ton parcours, tu as su que tu allais te spécialiser dans ça ou c'est entre-temps, tu as vu comme... Honnêtement, pas du tout. Vraiment pas. Je savais aucunement que j'allais rentrer là-dedans. Et moi, je disais à tout le monde, quand je vais être nutritionniste, je vais être une nutritionniste généraliste. C'est-à-dire, je veux savoir de tout, faire de tout. Je veux aider tout le monde. Oui, je veux aider tout le monde. C'était ça mon objectif dans la vie, c'était vraiment d'aider tout le monde. Mais comme tu peux voir, j'ai aussi travaillé à l'hôpital et aussi en GMF, qui est le groupe de médecins de famille. Donc, c'est clinique, mais plus comme un one-on-one. C'est comme avec une personne, tu donnes des consultations, tu donnes des enseignements, tout ça. C'est là que j'ai rencontré une patiente qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur la santé du foie, que j'avais jamais réalisé avant. Et ça, c'était comme quelques mois après que j'ai gradué. Donc, elle m'a montré, parce que je voyais toujours comme diabète, puis après, il y avait comme stéatose hépatique, donc la maladie du foie. Mais c'est les deux maladies les plus répandues dans ce que tu as vu. Oui, en fait, ce que je voyais souvent, c'était jamais une consultation spécifique pour la stéatose hépatique, donc pour le foie. C'était souvent, ils venaient me voir pour le diabète, pour l'hypertension, pour le cholestérol, tous les autres maladies chroniques. Et il y avait un deuxième toujours à côté, la stéatose hépatique. Mais cette madame-là, elle est venue vraiment pour la stéatose hépatique, donc pour réverser ça. Et j'ai travaillé avec elle et on a vraiment vu une différence. Ah, ça, c'est bien. Oui. En fait, ce qui est pertinent dans le foie, c'est un organe qui peut se régénérer quand on l'aide au niveau de la nutrition et des habitudes de vie. Donc, pour moi, ça, c'était très frappant. Je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis dit, la nutrition, c'est le numéro 1. Oui, t'imagines, il n'y a même pas un médicament pour aider cette maladie. C'est vraiment la nutrition et les habitudes de vie qui sont capables de réverser avant que ça soit irréversible. Donc, c'est comme si tu jouais presque tu sauvais une vie parce que tu aidais à revenir en arrière au lieu qu'ils arrivent dans un état irréversible qui peut mener même au cancer et à la mort. Donc, c'est vraiment très, très vital comme intervention. Ouais. Super intéressant. Puis, tu m'as dit que tu as travaillé à l'hôpital. Tu as commencé à travailler à l'hôpital dès que tu as gradué. Tu as fait tes stages et tout dans les hôpitaux. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est durant mes études universitaires, j'étais comme assistante nutritionniste. Je ne sais pas si ça existe encore, sous le titre de comme technicienne en alimentation. Puis, j'assistais les nutritionnistes dans les hôpitaux, donc à l'hôpital. Et c'est là que j'ai beaucoup vu comment le métier fonctionnait dans le domaine hospitalier. Et j'ai continué un petit peu après ma graduation, mais je ne me suis pas tant retrouvée dans ce milieu. Par contre, ce qui est bien dans le monde hospitalier, c'est vraiment l'adrénaline que tu as. C'est vraiment le fait que tu es vraiment stimulé, ça bouge très, très vite. Et ce qui est bien, c'est que tu vois un peu de tout. Donc, j'étais autant à la médecine interne que dans l'urgence, à l'urgence, soins intensifs, soins palliatifs. Tu faisais un peu de tout. Mais ce qui me manquait beaucoup, c'est la touche humaine. Parce que tu venais pour une courte durée avoir le patient, puis tu devais partir. Donc, l'enseignement, la prévention qui me tenait tellement à cœur, je le retrouvais pas trop dans un domaine aussi vite. Hospitalier. Mais dans les hôpitaux, est-ce que ça marche, par exemple, le patient vient pour une maladie quelconque, puis après qu'il a eu ses traitements, c'est là qu'on fait appel à la nutritionniste qui est dans l'hôpital pour venir lui parler, puis lui, pour comme lui recommander pour sa sortie d'hôpital et tout? En fait, le rôle de la nutritionniste dans l'hôpital est je pense, c'est très différent de ce qu'on pense, OK? Donc, c'est pas la même chose que si tu viens, je te donne un plan alimentaire sur quoi manger. Mange ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, souvent, c'est une intervention qui doit être sur le coup.
Donc, et c'est une intervention cruciale pour la santé de la personne. Donc, par exemple, les gens qui viennent, les patients qui rentrent soit d'une post-chirurgie, une maladie chronique quelconque, donc ils sont là pour une courte durée, qui viennent pour un traitement de cancer ou une infection aiguë. Donc, la nutritionniste, elle va s'assurer que la personne, elle a un bon niveau de récupération, s'assurer qu'il n'y a pas de perte de masse musculaire, s'assurer que son rétablissement post-opératoire, il est bien. Et tout ça, ça se fait avec une alimentation qui est très calculée. Donc, il y a aussi la dysphagie qui est très présente. Donc, par exemple, quelqu'un qui a eu un AVC, qui peut moins mâcher et avaler, a plus de faiblesse au niveau musculaire. Donc, la diète doit être adaptée à l'hôpital même. Donc, la nutritionniste, elle s'assure qu'il n'y a aucun danger de suffocation pour le patient. Et, ouais, c'est ça. Donc, on évalue, on se questionne là-dessus. Donc, ça dépend de chaque cas à l'hôpital. Ouais. Justement, toi, à l'hôpital, il te manquait, comme tu as dit, le côté plus relationnel, plus prendre le temps de discuter avec la personne. Donc, c'est pour ça que tu as changé pour le travail autonome. Est-ce que c'était récemment que tu as changé ou ça fait un bout? En fait, quand tu changes pour le travail autonome, tu fais les deux en même temps. Okay. Tu ne le fais pas à 100%. Donc, quand j'ai commencé, je faisais à mon compte. Je n'avais pas encore de bureau. Puis, c'est ça, je faisais ça en même temps que mon travail temps plein. Donc, je prenais peut-être des fins de semaine, des soirées. Par la suite, donc, quand je me suis retrouvée comme, OK, je me vois vraiment continuer là-dedans, être 100% là-dedans. J'adorais mes clients, vraiment. C'était... Ils me tenaient vraiment à cœur. Puis, je voyais vraiment la réussite de leur alimentation puis l'évolution de leur santé. Donc, j'ai décidé par la suite, peut-être 1 an et demi après, quelque chose comme ça. J'ai décidé d'y aller complètement. Puis, alhamdoulilah, j'ai eu une opportunité de faire un partenariat avec une clinique privée juste à côté de moi. Donc, c'est là que j'ai mon bureau à Repentigny. Donc, c'est là que je reçois aussi des patients de référence de d'autres cliniques ou de médecins. Donc, c'est là. C'est ça, parce qu'à l'hôpital, tu aides le patient sur le coup, mais par la suite, tu sais pas si la personne a eu une évolution par rapport à son alimentation et tout. Mais quand tu travailles en privé, tu peux avoir cette relation avec tes patients, patientes. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis, ça se passe bien sinon. Oui. Tout ça, ouais. Et on te retrouve aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux parler un peu de ton travail aussi. En fait, mon objectif, vu que c'est pas très connu, la santé du foie gras, et je voulais vraiment toucher les femmes aussi. Parce que souvent, on est un peu sous-diagnostiqués. Parfois, nos symptômes qui ont l'air très généraux, très normaux, sont en fait peut-être un signe que le foie ne va pas trop bien, qu'il est fatigué, et c'est le moment d'en prendre soin. C'est pas juste pour le foie, c'est vraiment pour toute autre maladie, vraiment de pas renier ou mettre de côté nos symptômes. Donc, je voulais vraiment mettre de l'avant ça. Donc, sensibiliser le plus possible, montrer qu'il faut vraiment prendre soin de notre foie à n'importe quel âge. Juste pour te dire, mon premier patient en privé, pratique privée, il avait 22 ans. Donc, dans ma tête, c'était que les 50 ans, 60 ans qui ont cette maladie. Et quand je dis la maladie du foie gras, c'est non-alcoolique. Donc, souvent, il y a ce stigmatisme que c'est relié à l'alcool. Mais je travaille avec des gens qui ne boivent aucune goutte d'alcool. Donc, ça vous montre à quel point c'est l'alimentation, le mode de vie qui peut littéralement créer une maladie du foie. Et pour arriver là, tu dois vraiment en donner beaucoup à ton foie pour qu'il soit malade, tu vois. Mais du coup, tu nous as dit que cette maladie du foie est curable principalement avec l'alimentation. Mais d'un autre côté, est-ce que cette maladie du foie arrive seulement à cause de notre alimentation ou c'est aussi une question de gènes et de... Il y a toujours plusieurs facteurs, donc pour la majorité des maladies. Mais pour cette maladie spécifique, où c'est vraiment le gras sur ton foie qui se dépose, c'est vraiment au niveau de l'alimentation et du mode de vie. En fait, c'est pas une maladie qui date de très longtemps non plus. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus la graduation avec le mode de vie et l'alimentation de la population mondiale. Je sais pas si tu sais, mais le pourcentage de prévalence, en fait, c'est 1 personne sur 3, 1 personne sur 4 ont cette maladie dans le monde entier. Alors que le diabète, c'est 1 personne sur 10. Donc, c'est plus fréquent que le diabète. Mais c'est ça, alors qu'on pourrait penser que le diabète, c'est beaucoup plus répandu. Les deux sont super importants, par contre. C'est sûr, 100%. Est-ce que tu trouves que le métier de diététicienne est suffisamment reconnu dans la communauté? Est-ce que les gens comprennent vraiment ce que vous faites?
Honnêtement, selon moi, il n'y a pas assez encore de reconnaissance dans la communauté. Il y a encore beaucoup de travail à faire, juste aussi à démystifier ce que les gens connaissent de la nutrition, des nutritionnistes du métier. Les gens pensent qu'on est là à les culpabiliser, à leur dire non, tu vas pas manger ça, ça c'est interdit pour toi, c'est pas bon. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est on les assiste selon leur réalité. On n'est pas là à enlever une joie de la vie. Au contraire, on essaie de vous donner cette joie-là, malgré la maladie que vous devez gérer ou la condition dans laquelle vous êtes. Donc, une nutritionniste, elle est là à vous rassurer, elle est là à vous conseiller selon votre réalité, à ce que vous sentez bien avec le plan mis en place. Et c'est vraiment comment dire, le métier est plus que la nutrition. Et souvent, ce que je vois en consultation, pour te dire, c'est beaucoup de rassurance au niveau de la réalité des gens. J'arrive avec parfois on dit ça aussi, les nutritionnistes vont sûrement dire ça comme quoi on aurait pensé qu'on est des psychologues parfois. Il y a des consultations, on parle même pas de nutrition, on est là à vraiment aider la personne à ce qu'elle se retrouve dans son environnement pour que ça soit moins stressant, pour assurer que la nutrition soit pas nécessairement un stress supplémentaire non plus. Donc, c'est au-delà que juste la nutrition. Ouais. Voilà. Puis, tu m'as dit que toi, tu as travaillé à l'hôpital, tu as travaillé de manière autonome, mais c'est quoi les autres débouchés en tant que nutritionniste? Donc, la nutritionniste, il y a beaucoup, beaucoup de facettes au métier de nutritionniste. Tu peux être autant dans le milieu médical comme hospitalier, les cliniques médicales, tu peux être en CHSLD, tu peux être en GMF, en CLSC, tu vas les retrouver en enfance-famille, en pédiatrie aussi. En oncologie, donc tous les domaines médicaux, tu vas les retrouver. Tu peux aussi les retrouver dans le domaine entrepreneurial aussi, dans les compagnies, dans les entreprises de nourriture aussi, plus commerciales. Aussi, tu peux les retrouver dans le domaine scientifique de recherche. Elles sont présentes. Je suis en santé publique, donc dans le domaine de la santé publique, dans la promotion de la santé. Elles sont aussi présentes dans les organismes communautaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, ouais. Tu nous as parlé de ton patient qui avait 22 ans. Justement, dans cette optique-là, pour des personnes qui nous écoutent, qui ont notre âge, qui ont la vingtaine, c'est quoi les habitudes alimentaires à éviter, surtout quand on a des journées chargées d'études, de travail et tout? Donc, ça serait quoi que tu nous conseillerais? Donc, l'alimentation, quand on parle d'une bonne alimentation, de prendre soin de nous, oui, la modération, elle est super importante. Donc, c'est des choses qu'on sait déjà, c'est ça le truc, mais qu'on n'applique peut-être pas toujours. La première chose que je dirais, c'est réduisez les boissons sucrées le plus possible. Le sucre, ça peut être très néfaste pour le foie, puis c'est un des principaux stresseurs pour le foie. Donc, réduire les boissons sucrées, l'alimentation très riche en sucre, l'alimentation très riche en gras, le fast-food, les aliments, qui sont plus gras, très transformés. C'est des aliments qu'il faudra plus manger dans les occasions, de manière plus en modération, même dans la quantité. Alors que de nos jours, on ne voit pas nécessairement ça. C'est très accessible. On a aussi l'alimentation émotionnelle où on se met vraiment dedans, puis on en consomme en grande quantité. Donc, je dirais vraiment à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, prenez le temps de regarder votre alimentation, réduisez vos sucres, vos aliments plus gras. Puis profitez des aliments frais aussi. On est vraiment privilégiés. Mais justement, ici, tu utilises le terme réduisez et pas éviter 100% parce qu'on peut de temps en temps se faire plaisir et tout. Faites-vous plaisir. Oui, surtout réduisez. Par rapport aux boissons sucrées, est-ce que les boissons qui sont catégorisées comme non sucrées, mais on sait qu'à côté, il y a des compléments pour remplacer le sucre, ça aussi, c'est... Les édulcorants? Oui. Honnêtement, tout est en modération. Donc, il n'y a pas des effets qui vont nécessairement être très néfastes si vous prenez le sans sucre. Donc, c'est pas un truc que j'éviterais à 100%, mais tout est dans la modération de tout ce qu'on boit. Ça influence pas autant que si vous prenez le sucre raffiné, le sucre qui va rentrer dans le foie, qui va vraiment stresser le foie à ce moment-là. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que, par exemple, quand tu es étudiante, prendre une boisson énergisante, même sucrée ou non sucrée à tous les jours, ça, on sait que... Ah oui, ça c'est une autre question. Mais ça... Mais justement, toi, quand tu étais étudiante, c'était quoi un peu ta relation avec la nourriture? Comment est-ce que tu arrivais à balancer ton alimentation, tes études?
Honnêtement, moi, je suis pas le genre à boire du café ni à prendre des Chanceuse. boissons énergisantes. C'était toujours mon cas. Mais je comprends le struggle vraiment des étudiants qui ont de la difficulté, comme ils ont vraiment besoin de ce boost. Honnêtement, dans mon cas personnel, moi, c'était vraiment le fait de sauter des repas. Ça m'arrivait quand j'étais très occupée ou vraiment dans mes études. Sinon, c'est mes déjeuners. C'était souvent un céréal, quelque chose de rapide. Je prenais pas trop soin de ça. Mais là, même dans ma maîtrise, je prends vraiment plus soin de mon alimentation pour optimiser ma concentration, mon niveau d'énergie, surtout dans la période d'examen. Donc, ouais. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir au début de ta vingtaine par rapport à ça? Moi, je dirais, ta tête, elle fonctionne super bien quand ton corps est bien nourri. Donc, c'est vraiment ça. Quand tu te nourris de l'intérieur, tu vas vraiment le voir dans ta concentration, dans ton niveau d'énergie. Donc, mets ta nutrition, ton alimentation comme une priorité à ce moment-là. Ta santé, mets-la pas en deuxième priorité, même si tes études sont super importantes. Mais pour pouvoir optimiser ta concentration et ta réussite, tu as vraiment besoin que tu sois toi-même à la hauteur, comme avoir une santé plus optimale. Ouais, parce que quand on parle de développement personnel, académique, on pense souvent à tout ce qui est motivation, performance, je vais faire ci, ça. Mais l'alimentation, c'est un aspect super important. Tu nous parlais de déjeuner. Est-ce que c'est vrai que le déjeuner, c'est le repas le plus important pour commencer? Je le priorise beaucoup. Ouais. Ça commence très bien ta journée. Puis ça établit un bon rythme aussi pour ta journée, pour ton niveau d'énergie aussi. Donc, je le mets vraiment de l'avant. Un bon déjeuner, Si, par exemple, j'ai une grosse journée, j'ai 2 cours, j'ai un travail à remettre, ça serait quoi comme... Un déjeuner rapide quand même. On ne veut pas non plus prendre le temps de... Souvent, ce que je vous recommande, si vous le savez d'avance, que vous allez avoir une période plus difficile, comme rapide, planifiez-vous d'avance. Ça prend pas beaucoup de temps. Comme faire un petit overnight oats, le mettre dans le frigo, ça peut durer 2-3 jours. Donc, c'est super bon. Tu as juste à le prendre le matin and you're good to go. Sinon, ce que je te dirais, c'est vraiment, par exemple, ça peut être 2 pains, blé entier. J'y vais avec celui qui est un peu plus riche en protéines. Avec ça, peut-être, moi, j'adore le fromage cottage. Donc, je mets ça avec ça. Donc, un peu plus de protéines là-dedans. Et je rajoute des petits fruits que je rince le matin. On est bon pour partir. Donc, ça prend un max comme 5 minutes à faire. Ouais. Ça, c'est le meal prep. Ça, c'est mon déjeuner rapide. Mon meal prep, c'est vraiment quand je fais les overnight oats. Je prépare un pudding de chia, peut-être des smoothies d'avance. Puis le meal prep, c'est pas juste de tout cuisiner en avance, mais ça peut être aussi de juste préparer des aliments. Comme ça, le matin, t'as pas beaucoup de choses à faire non plus. Donc, tu peux juste découper des petites choses. Puis, ça va te permettre de juste assembler et partir avec ça. Surtout pour tes collations, pour tes repas de dîner, souper. Si tu as tendance à sauter ou pas avoir le temps de faire ton lunch, ça peut vraiment t'aider à le prioriser. Ouais, donc la manière la plus optimale de bien manger et puis gagner du temps, c'est le meal prep. Ouais. C'est la préparation. Planifie-toi d'avance. Mais c'est ça, mais il faut aussi trouver le temps de faire le meal prep aussi. Ce que je peux te dire, c'est les gens pensent meal prep, tu dois faire 12 repas, vraiment tout cuire, prépare tout. C'est pas ça. Comme ça va vraiment dépendre. Si tu as le temps, vas-y, c'est excellent. Mais souvent, ça peut être juste préparer 3 repas, couper tes légumes d'avance, les mettre dans un petit Tupperware. Ça peut être cuire peut-être ton quinoa d'avance ou ton riz, préparer ta source de protéines ou juste mentalement de savoir ce que tu vas manger, ça fait toute la différence au lieu de... Mais si par exemple, si jamais il y a un jour où est-ce qu'on n'a pas préparé notre lunch, puis on veut aller s'acheter quelque chose comme entre la pause, mais on veut pas non plus qu'après avoir mangé, on revient puis on est fatigué, on veut plus étudier. Comme ça serait quoi les alternatives qu'on peut aller chercher dehors, qui seraient bons aussi pour passer notre journée et tout? Éviter les fast-foods, ça c'est une chose. Peut-être passer à l'épicerie. Et parfois, ils ont une section qui est plus des plats déjà préparés. J'irais peut-être par des options qui sont moins, riches en gras saturés, qui sont plus riches en protéines et contiennent des fibres. Un petit sandwich, par exemple, un petit wrap avec du poulet, contient des légumes, puis avec un wrap blé entier. C'est excellent, c'est léger, puis tu combles tes besoins pour le dîner, par exemple.
Donc, pas besoin de passer à un fast-food ou un restaurant. C'est correct. Tu peux prendre des petites choses, par exemple, même au IGA, à une épicerie proche de chez toi. Donc, c'est possible de trouver des options. Ouais. Donc, c'est mieux l'épicerie que le fast-food. Ouais. Ouais. Puis aussi, par rapport à la liste des ingrédients, c'est vrai qu'il faut toujours que la liste d'ingrédients soit la plus petite possible. Mais ça dépend. Ça dépend de l'aliment que tu choisis. Si c'est un aliment qui, je sais pas moi, qui est de base un aliment transformé, ça veut pas pour autant dire que c'est mauvais. À regarder les valeurs nutritives, à regarder vraiment est-ce que c'est pertinent que je le prenne ou pas. Donc, la liste d'ingrédients, oui, le plus petit, le meilleur, mais ça ne veut pas dire que plus d'ingrédients, c'est mauvais non plus. Puis, c'est à déterminer c'est quoi mauvais pour la santé. Donc, si on dit que tous les aliments ont une place dans notre alimentation, donc, c'est pas pour autant que c'est mauvais, donc je le mets de côté. Mais si c'est mon choix quand j'ai rien, je vais le prendre. Ouais, mais il y avait une propagande qui disait si on n'arrive pas à dire le nom de l'ingrédient, ça veut dire qu'il ne faut pas le manger. Mais non. ça... non, c'est vraiment une grande propagande. Ouais. Ça ne veut rien dire. C'est comme les ingrédients dans une banane, par exemple. Ça se peut qu'on ne soit même pas capable de les lire, mais c'est juste une banane, tu vois. C'est ça. Faut pas non plus confondre. C'est ça. Faut pas confondre chimique. Oui, c'est ça. C'est des noms de molécules. Donc, c'est pas tout le monde qui va nécessairement savoir, sans un background en sciences, on va dire. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces noms-là non plus. Regardez l'aliment en général, il est comment. Plus important, je dirais, c'est les valeurs nutritives aussi. Puis, la qualité de l'aliment, c'est comme ça qu'on peut le retrouver. Super. Puis, on va parler, par exemple, une journée typique dans ton assiette. Là, on a parlé du déjeuner. Ensuite, on a une petite pause. Est-ce que, ça serait quoi après la suite pour une journée typique dans son assiette? En tant qu'étudiante, ouais. En tant qu'étudiante? Donc, moi, je suis genre à me baser sur ma source de protéines, puis c'est c'est mon aliment vedette, on va dire. Puis par la suite, tu as une salade à côté ou des légumes cuits ou crus, et tu as une source de féculents à blé entier. Donc, j'essaie vraiment d'avoir un féculent le plus possible. Ça va me tenir plus rassasiée. Souvent, donc, les féculents, ça serait les exemples de féculents, c'est... Un exemple de féculent, ça peut être, par exemple, du riz, du quinoa, du couscous. Ça peut être un pain tortilla blé entier. Ça peut être un toast. Ces aliments qu'on dirait, c'est des glucides, pourquoi je mangerais ça? Mais c'est ta source d'énergie aussi qui va te tenir plus longtemps. Donc, je la priorise aussi souvent, on dit un quart de l'assiette de féculents à blé entier. Et c'est ça. Donc, moi, je la mets de l'avant. Ma recette préférée, c'est celle de quinoa avec betterave, poulet, pois chiches et un peu de feta. Et c'est ça. Donc, c'est ma go-to pour un lunch. Ouais. Fait que dans ça, on retrouve une portion de protéines, une portion de féculents et une portion de légumes. Exactement. Parfait. Ça, c'est pour le dîner. Exact. Le dîner. Puis, est-ce que dans la journée, il faut éviter C'est sûr qu'une collation ou deux, j'imagine que c'est correct. Mais tout ce qui est comme fringales, puis manger par-ci, par-là, ça... En fait, ça, c'est un sujet qu'on retrouve souvent en consultation. C'est à regarder si tu as faim ou pas. Donc, on a ce concept d'écouter nos signaux de faim et satiété le plus possible. Si tu as, comme tu peux le faire, vas-y. Le fait d'écouter nos signaux de faim et satiété va vraiment te déterminer est-ce que c'est juste parce que c'est quelque chose que tu veux, parce que tu t'ennuies, parce que tu es stressé, pourquoi tu veux manger ça si tu n'as pas faim. Si c'est un craving, il faut le satisfaire aussi. Donc, je le mangerai. Et si tu as souvent ça, tu remarques que, oh my God, j'ai tendance à plus grignoter en soirée ou en après-midi, regarde qu'est-ce que tu as mangé au dîner. Regarde qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner. Est-ce que c'était assez riche en protéines, en fibres, en bons gras aussi? Il ne faut pas oublier les bons gras, ça aide beaucoup à la satiété. Donc, regarde ton alimentation a été bâtie de quoi? Si tu as sauté le déjeuner, tu as mangé un petit dîner rapide parce que tu n'as pas eu le temps, puis tu as pris des petits trucs sucrés ici et là, c'est sûr que tu auras des fringales après. Donc, ton corps a besoin d'énergie que tu ne lui as pas nécessairement donnée. Mais une collation, par exemple, ça serait entre le dîner et le souper? Ça dépend de toi. Ouais. Mais, par exemple, on va dire tu as dîné à midi, OK? Et tu commences à avoir une petite faim peut-être vers, je sais pas moi, 4 heures, 3 heures. Et ton souper, tu sais qu'il va être vers 6 heures. Donc, je prendrais peut-être une collation qui contient autant une protéine et une fibre ou un glucide qu'on appelle. Donc, souvent, je fais un mélange des deux. C'est comme une poignée de noix, par exemple, avec des fruits. Ça peut être un yogourt avec des fruits
petits fruits dedans. Parfois, je rajoute un peu de graines de chia pour aller optimiser mon niveau de protéines de oméga 3. Donc, c'est des petites collations comme ça. Sinon, du hummus avec carottes, concombre. Donc, tu as vraiment des petits mix comme ça que tu peux faire. Donc, même là, on évite le sucre, la barre de chocolat. Ah oui, mais parce que ça va pas nécessairement te rassasier, tu comprends? Donc, si tu as faim à ce moment-là, c'est pas le sucre qui va te rassasier. Donc, c'est pas ça qui va te dire, OK, ouais, ma faim, elle a été coupée. Tu dois vraiment choisir un aliment, une combinaison d'aliments qui vont te rassasier pour éviter que tu manges en excès aussi et que tu te sentes un peu plus ballonnée ou somnolente après le repas aussi, tu comprends? Mais est-ce que, par exemple, si je sens que je suis super fatiguée, mais j'ai quelque chose à faire, il faut que j'aille étudier, il faut que j'aille travailler, peu importe, est-ce qu'il y a un aliment, à part le café, comme si je le mange, je vais avoir un boost d'énergie, puis on repart? Ah, c'est difficile à dire, honnêtement. Un aliment qui va te donner un petit boost. Parce que moi, j'aurais tendance à penser, je vais prendre du sucre, tu sais, je vais prendre quelque chose de sucré, ça dépend aussi. T'es un peu somnolente après un repas, c'est très normal. T'as sûrement mangé un repas qui était un peu plus gras ou qui contenait un peu plus de glucides. Donc, c'est très normal d'être un peu plus fatiguée ou somnolente. Moi, je te dirais, attends. OK, attends, bois de l'eau, prends une petite marche, prends de l'air. C'est pas obligé d'être que de la nourriture. C'est ça. Puis si jamais tu as besoin d'un petit boost au niveau d'une boisson, moi, j'adore le matcha. Oui. I'm a matcha girl. Ça dépend où dans ta journée, comment tu le tolères, si tu aimes ça ou pas, mais ça peut être une alternative. Sinon, il n'y a pas de mal en soi à prendre un café. C'est juste la quantité et la fréquence que tu le prends. Donc, juste faire attention à ça. Ouais. On a beaucoup parlé de l'alimentation, mais tu viens de mentionner l'eau. L'eau aussi, j'imagine, ça a un grand impact sur notre journée aussi. Tellement. Quand tu es déshydraté, tu te sens pas bien. Ta tête, tu es moins concentré, tu te sens un peu plus la tête légère. Donc, c'est super important de t'hydrater tout au long de la journée. On compte peut-être 8 verres d'eau, 2 litres d'eau environ. OK, 2 litres d'eau dans la journée. Ouais. OK, donc maintenant, on va passer à la séquence vrai ou faux du podcast. Je vais te dire plusieurs vrais ou faux en rafale, des propagandes, des trucs qu'on peut attendre dans notre entourage. Donc, tu me dis si c'est des mythes ou des réalités, des vrais ou des faux. La première, boire un café à jeun le matin aide à rester focus toute la journée. Faux. Faux. Pourquoi? Parce que ça peut causer de l'irritabilité. Tu vas avoir un crash aussi, surtout à jeun. Donc, mange un bon déjeuner riche en protéines, en bons gras, en fibres, puis prends tes légumes, fruits. Et après, attends comme peut-être 30 minutes, après, prends ton café. OK, donc correct. Le café, c'est pas forcément bon si c'est la première chose qu'on prend le matin. Non. J'avais vu comme quoi c'était bien de boire un verre d'eau avant de prendre un café. T'hydrater, c'est toujours bien. Oui, c'est sûr. C'est pas à négliger. Ouais. Deuxièmement, manger tard le soir nuit automatiquement à la qualité du sommeil. Faux. Faux? Ah ouais, OK. Ouais. Donc, c'est pas vrai que ça peut automatiquement affecter ton sommeil. Ça dépend de ce que tu manges. Habituellement, on recommande comme de pas manger 2 heures avant le repas, avant d'aller dormir. Juste pour essayer, comme au niveau de la digestion, ça peut aussi nuire au sommeil à ce moment-là si tu as mangé quelque chose de trop gras, de trop lourd. Donc, on y va vraiment pour si tu as une petite fringale le soir ou si tu as une petite faim, de prendre quelque chose de plus léger à l'estomac. Ouais. Okay, parfait. Manger des protéines le matin aide à mieux se concentrer. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Il vaut mieux ne rien manger que de déjeuner à la va-vite. C'est faux. Faux, OK. Ouais. Donc, c'est mieux manger... si vraiment on n'a pas le temps, c'est mieux manger à la va-vite que rien manger. C'est mieux de prendre quelque chose que de rien manger le matin. Donc, ouais. Il vaut mieux étudier tout de suite après avoir mangé pour profiter de l'énergie du repas. Vrai ou faux? Faux. Ouais. Combien de temps il faudra attendre? Je dirais peut-être 30-45 minutes environ. Sinon, tu vas comme ressentir un peu de somnolence, tu vas être un peu plus fatigué. Donc, c'est bien d'attendre un petit peu, bois de l'eau après, puis prends une petite marche. C'est toujours bien. Je recommande les marches après les repas. La marche digestive. La marche digestive, oui. Donc, c'est très bien d'attendre un petit peu avant de commencer tes études. Un bon conseil.
je peux étudier efficacement même si j'ai faim. C'est faux. Faux. Ouais. Ça va perturber ta concentration, ton niveau d'énergie. Donc, c'est mieux de manger, puis après d'étudier. OK, parfait. Fait que dans ces cas-là, si par exemple, on a déjà mangé notre dîner, mais on a faim, comme tu as dit, on fera une petite collation. Parfait. Ouais. Donc là, on va passer à une section un peu plus en lien avec l'islam. On va essayer de voir c'est quoi le lien entre l'islam et ton métier. Donc, d'un point de vue spirituel, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Donc, depuis toute jeune, je faisais toujours un dua pour demander à Allah que je sois une personne qui est serviable, qui est au service de sa communauté et que je puisse aider le plus de gens possible. Donc, à travers ce dua, subhanallah, comme à travers toute mon enfance, secondaire, début cégep, je faisais un dua spécifique pour la médecine, comme je t'ai dit. Mais quand j'ai continué, Allah fait bien les choses. Oui. Il faut vraiment le tawakkul. Il est vraiment d'avoir le tawakkul puis de faire de notre meilleur. Et il va te choisir le meilleur chemin pour toi. Et ça va être vraiment fait que pour toi. Tu vas le sentir. Et c'est ce que j'ai senti vraiment en nutrition. Mon dua, il est réalisé, alhamdoulilah. Et ça m'a permis de changer de juste la médecine à Allah. Qu'Allah me fasse réussir dans ce métier, puis que je puisse vraiment influencer les gens à avoir de meilleures habitudes, puis d'être dans leur meilleur, de leur bien-être. Donc, à travers ça, j'applique beaucoup l'islam dans mon métier sur ce point-là. Il faut. Oui, alhamdulillah. Puis le fait que notre corps, c'est une amana. Donc, juste de se rappeler ça. Donc, de savoir qu'en tant que professionnel, alhamdulillah, on peut aider les gens à prendre soin de cette amana que Allah leur a donnée. Donc, pour moi, c'est un privilège, puis I'm always grateful, alhamdulillah, qu'Allah m'a permis d'être dans ce chemin. Puis c'est à travers, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées aussi, et je voyais les difficultés des personnes âgées au niveau de leur fin de vie. Donc, ça me faisait beaucoup rappeler l'importance de prendre soin de nous, puis l'importance d'être proche à Allah, donc le plus possible. Donc, d'avoir ça, des rappels constants dans mon domaine, ça m'a vraiment permis de me rapprocher encore plus de ta religion, à mon dîn. Donc, tu savais, depuis que tu étais jeune, que tu voulais travailler en santé pour avoir une influence positive sur le bien-être. Donc, peu importe de quel moyen, que ça aurait été en médecine, en nutrition, mais ça a juste... Exactement, c'est tombé. C'est vraiment ça. Puis, je me sens vraiment que c'était fait pour moi. Comme j'aurais jamais pensé ça. Même à ma dernière année d'Uni, j'étais en train encore de me questionner. Mais alhamdoulilah, quand je suis rentrée dans le domaine et quand tu vois que tes conseils, tes recommandations mènent à un changement positif dans la vie d'une personne, ça change tout. Ouais. Et je pense aussi le fait que ça s'aligne avec tes valeurs spirituelles, c'est ça qui t'aide encore plus à être épanouie dans ce que tu fais. Puis, pour conclure, est-ce que tu avais un conseil à donner à la jeune communauté qui nous écoute, tous ceux qui commencent leur parcours, qui commencent leur étude? Je vous dirais, comme quand vous choisissez un domaine dans lequel vous voulez être, regardez comment vous voyez dans le futur. C'est quoi vos priorités? Qu'est-ce que vous priorisez dans la vie? Regardez si c'est possible pour vous. Allez voir une personne qui est déjà dans le métier et suivez-les. Regardez c'est comment une journée pour eux. C'est vraiment ce que j'ai fait pour la médecine, puis j'ai pas pu faire pour la nutrition, mais dans mon parcours universitaire, j'ai pu aller voir des nutritionnistes pour voir c'est comment, si ça s'aligne avec mes objectifs de vie. Personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets en tête. Si tu mets dans un box, comme une boîte, et tu me dis « fais ça », je vais pas pouvoir. Donc, je devais me libérer. Le travail autonome me permet de faire ça. Me permet d'être dans plusieurs choses en même temps, et c'est ce qui me permet de me sentir plus accomplie. Donc, choisissez pas simplement les 5 cases, les 5 métiers professionnels qu'on a toujours tendance à penser. Il y a tellement d'autres métiers que peut-être vous allez plus vous retrouver dedans que dans les top 5. Donc, c'est ça, ne vous limitez pas, puis soyez vraiment ouverts d'esprit pour ça. Et prenez le temps avant de choisir. Il n'y a rien qui presse. Si vous devez changer, vous changez, mais avant de prendre une grande décision, soyez plus éclairés sur c'est quoi sur le terrain, c'est quoi la réalité du métier. Donc, vraiment choisir quelque chose qui est aligné avec nos valeurs et nos objectifs, comme tu as dit. Tu as dit que tu as plusieurs projets par-ci, par-là. J'avais mentionné plutôt qu'on te retrouve sur Instagram. Oui. C'est sous le nom de... Your Liver Dietitian. Parfait. Donc, c'est sur ça qu'on peut te retrouver. On te retrouve aussi sur LinkedIn. Aussi. Oui, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn.
c'est mon nom, donc Surur Harfouch. Mais je suis vraiment plus sur Instagram, Your Liver Dietitian. Mon objectif dans tout ça, dans le futur, c'est vraiment de sensibiliser les gens à prendre soin de leur foie et de leur santé, surtout la santé des femmes, la mettre de l'avant. Donc, suivez-moi dans mon parcours. Puis, Inch'Allah, ça va être bénéfique pour vous. Merci beaucoup, Surur, pour cet échange, pour cette discussion. Je pense vraiment que ça va être une discussion bénéfique pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup à toi. Puis, à la prochaine. Merci de m'avoir. Barakallahu fik.